Salut tout le monde, bienvenue à cette autre édition du podcast d'hockey sur demande sur les ondes d'Être-Chemin Télé, édition du 22 décembre 2025. Très bientôt, ça va être Noël, Stéphane, puis très bientôt, Stéphane, tu vas être papa aussi. Ben oui. Merci beaucoup. Donc, oui, j'ai reçu la bonne nouvelle aujourd'hui là, que ma blonde va probablement être provoquée dans les 2 prochaines semaines. Donc, ça sera. Écoute, je dis tu vas être papa, tu l'es déjà, mais je dis tu vas l'être une autre fois de plus. Oui, la dernière. Dernière. Assez, là. Hey, écoute, Stéphane, aujourd'hui, évidemment, qui dit temps des fêtes, dit des fois nostalgie et tout ça. Et je me suis dit, ce serait peut-être un bon moment de juste, tu sais, une bonne discussion entre deux chums, sans la bière, là. Il n'y a pas de bière, là. Je vous le jure, il n'y a aucune bière qui est proche d'ici. Mais juste, tu sais, comme deux vieux bonhommes là, dans un foyer pour personnes âgées qui se rappellent dans le temps là, que les beaux souvenirs et tout ça. Ça va être ça un peu la thématique de ce soir. On va se remémorer nos beaux souvenirs au niveau du hockey parce qu'évidemment, Stéphane, on est tous les deux des partisans de ce merveilleux sport, mais tous les deux, on a des souvenirs différents de qu'est-ce qui nous a fait en fait tomber en amour avec ce sport-là ou qu'est-ce qui nous a fait apprécier davantage. Donc, ça va être un petit peu ça la thématique d'aujourd'hui. On va également, là, évidemment, faire le tour d'horizon de nos équipes locales aussi, qu'est-ce qui s'est produit là, dans la dernière semaine. Et juste pour vous mentionner aussi, ça va être le dernier podcast là, pour l'année 2025. Par la suite, on va se retrouver à la 3e semaine de janvier, si ma mémoire est bonne. Mais ça va aller dans ces bouts-là parce que les 2 premières, ça va être des rediffusions d'anciens podcasts. Donc, on va avoir une petite pause, Stéphane. On va avoir le temps de digérer la dinde et revenir en force là, par la suite. Mais bon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, aujourd'hui, la thématique, c'est les souvenirs et tout ça. Ça peut être autant... c'est sûr que toi, vu que tu as vécu du hockey mineur et tout ça, peut-être que tu as plus de souvenirs à ce niveau-là. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, donc mes souvenirs, c'est vraiment qu'est-ce que je regardais à la télé plus qu'autre chose. Mais il y a quand même des moments qui m'ont fait vraiment triper comme un petit enfant là, qui regarde ses bonhommes à la télé. Là, c'est le même principe pour moi. Mais Stéphane, je vais te laisser y aller avec ton premier souvenir. Toi, quand je te dis, Stéphane, le hockey pour toi, qu'est-ce qui ressort en premier lieu? Là? C'est quoi le souvenir que tu chéris le plus là, avec ce merveilleux sport d'hiver? J'ai pas eu la chance de faire du sport avec mes parents. Je pense que ma mère m'a inscrit dans le sport. Mon père voulait que j'en fasse, mais j'ai malheureusement été séparé à jeune âge. Je te dirais probablement que c'est mes premières années de hockey. Le premier souvenir que j'ai tout le temps, là, c'est drôle à dire. Là, j'ai passé dans le journal de Trois-Rivières. Atome dans. Qu'est-ce que t'as fait, Stéphane? Qu'est-ce que t'as fait? Quand j'étais à Atome, il m'appelait la comète à la défensive là, parce que j'étais un excellent défenseur à jeune âge là, quand je jouais dans l'Atome 2C. Parce que oui, dans le temps, il y avait du 2C. Mais écoute, c'est la rubrique de journaux. Là, je me souviens toujours de ma mère qui découpe cette rubrique-là, le met sur mon frigidaire à la maison, puis on me voit la face à la défensive là, en train de contrer des gens. Donc, tu sais, évidemment, on n'a pas joué élite. J'ai pas eu la chance de jouer à un niveau exceptionnel, mais j'ai eu bien du fun. Toutes les tournois, toutes les affaires comme ça que je pense que ça a été les choses les plus le fun. Mais le premier souvenir que j'ai, c'est toujours cette fameuse rubrique de journaux. Là. Je dois avoir 7 ans peut-être, là, 6 ou 7 ans. Là. J'étais peut-être Atome. J'étais Atome. Fait que 6 ou 7 ans. Donc, ça a été un très, très beau souvenir quand même là, pour le temps que j'ai joué au hockey. Puis après ça, est-ce que ça t'a donné confiance puis t'as poussé encore plus loin? Et hey, pas rien, là, tu apparais dans le journal, là, Stéphane. Là. J'ai toujours voulu jouer, je pense, élite. J'avais peut-être pas la mobilité pour le faire. Évidemment, ça prend du patin. Dans notre temps, c'était pas vraiment très coaché. Là. Tu sais, je regarde maintenant mon gars, je regarde l'entourage, je regarde toutes les vidéos Internet, tous les camps d'entraînement qu'il y a, tous les systèmes d'entraînement qu'il y a, pour soit à l'extérieur de la glace ou sur la glace, les patins, les lancers, la maîtrise de la rondelle. Il y a tellement de choix que nous, on n'avait pas. Je pense que c'était seulement les élites qui avaient cette petite chance-là dans notre temps. Puis pour monter élite, il fallait vraiment avoir un nom. Là, dans ce casteur, je pense que le jeune qui veut commencer à un jeune âge puis que les parents poussent et que le jeune pousse, évidemment, là, ça prend pas juste les parents. Là, il y a beaucoup de papas, malheureusement, qui vivent leur rêve parmi leurs enfants, mais je pense que les jeunes qui veulent vraiment puis qui poussent ont beaucoup plus de bagages. C'est beaucoup plus facile de devenir bon, mais c'est encore plus difficile de percer vu l'internationalité du hockey présentement. Là.
Tu sais, tu regardes les jeunes aujourd'hui, puis tu peux quasiment dire que c'est des petits professionnels tellement qu'ils ont Ouais. des camps, tellement qu'ils ont des entraînements, du power skating l'été, après ça, ci, puis ça n'arrête plus. Écoute, dans le temps, pas mal ça que dans ton temps, c'est bon, je vais ramasser ma poche, puis je m'en vais jouer au hockey, puis c'est juste ça. Là. Je veux dire, il n'y a pas. Tu sais, il ne devait pas avoir autant d'entraînement, il devait pas. Tu sais, je dis pas que c'était un laisser-aller, mais tu sais, comme tu dis aujourd'hui, c'est tellement là, c'est comme si on fabriquait des petits robots pratiquement. Ouais. Là. C'est quand même hallucinant. Puis en même temps, c'est désolant aussi là, de voir. Tu sais, le jeune, c'est sûr que c'est le fun s'il aime ça. Mhm. Mais en même temps, moi, j'entends plusieurs professionnels qui disent ça aussi. Je me souviens plus c'est lequel que j'ai entendu dire ça dernièrement, mais que faut que tu joues à autre chose. Faut que tu fasses autre chose l'été. Ah, Joue au ben oui. soccer, joue au baseball. Parce qu'après ça, si tu joues 12 mois par année au hockey, tu vas arriver à 13-14 ans, tu vas t'écœurer. Ça Ouais. ne te tentera juste plus, tu vas vouloir faire autre chose. Puis c'est peut-être là qu'on perd. C'est sûr qu'on pourrait repartir sur la polémique des joueurs au Québec, puis tout ça. Puis on va voir le championnat mondial junior qui va arriver dans quelques jours. Il y a un seul Québécois qui en fait partie, puis ça fait toute une tollée. Mais en même temps, est-ce que, juste, c'est peut-être partout aussi en Ontario, dans l'Ouest aussi, mais je sais qu'ici au Québec, il y a beaucoup de ça, des camps à gauche et à droite, c'est 12 mois par année, c'est non-stop. Puis j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, c'est pas nécessairement l'élite qu'on a rendu à 15-16 ans, c'est juste ceux-là qui ont toffé finalement. C'est carrément ça, parce que je suis pas mal sûr qu'il y en a qui étaient super bons, mais qui étaient juste tannés, puis qui se faisaient pousser dans le dos par les parents, puis à un moment donné, ils ont juste fait non, moi ça me tente plus, puis on décroche ça là, puis pas mal sûr qu'on en perd des bons avec ça aussi. Là. Ouais, puis tu sais, j'en parlais, puis c'est un bon point que tu approches, Max. Puis j'en parlais avec, tu sais, moi je suis dans le domaine du golf, évidemment, là, ceux qui le savent, mais c'est la même chose au golf. Puis, tu sais, maintenant, je trouve qu'il y a des profils de professionnels. Puis tu regardes les meilleures vedettes de chaque équipe, ils ont un profil, ou de chaque sport, ils ont un profil fait pour ça. C'est de plus en plus difficile de prendre un jeune de 6-7 ans puis de le monter vers un professionnel. Tu sais, les Russes l'ont fait pendant des années pour les Olympiques, là, mais puis les Asiatiques aussi, c'est la même chose, mais c'est très difficile, je pense. Je pense que le corps humain est fait d'une façon, puis chaque sport a un peu son idéologie, soit musculaire, soit intellectuelle. Puis écoute, de plus en plus, c'est difficile pour ces jeunes-là, mais le choix est tellement grand. Évidemment, ça prend des sous, tu sais, puis on pourrait en parler longtemps, mais je pense que le multisport redevient à la mode. De plus en plus d'entraîneurs privés, de plus en plus de personnes qui travaillent dans des camps de hockey disent aux jeunes, mais il faut jouer au soccer, il faut courir, il faut vous apprendre à faire d'autres choses que juste patiner. Parce que oui, un moment donné, on s'écœure, mais deuxième chose, ça devient. Moi, je pense que c'est une cause des blessures de plus en plus qu'on a en Ligue nationale. Donc, les joueurs ne sont pas habitués de faire des rotations qui sont non habituelles. Tandis que si tu prends un joueur qui est multisport, puis regarde dans les athlètes, je parle peut-être un petit peu plus de football, mais regarde les athlètes américains, souvent les joueurs qui sortent exceptionnels de la NCAA sont souvent très bons au baseball, bon au soccer, bon au hockey, bon au basketball, bon au baseball. Donc, sont capables de faire différents sports, différents muscles qui travaillent. Et ça permet que ces joueurs tombent exceptionnels dans leur sport, que ce soit au hockey, au football ou au basket, ou même au golf, c'est le même principe. Donc, tu sais, je pense que de plus en plus, le hockey 12 mois par année peut se faire à un certain niveau. Donc, si tu es élite pendant les 7 mois de l'année qui sont vraiment pour le hockey, donc on parle de, mettons, octobre jusqu'à mars, avril, c'est correct, mais je pense que de pousser la machine sur 12 mois, ça va être de moins en moins la bonne chose. Et ces jeunes-là, comme tu dis, c'est cœur. Puis j'ai des jeunes, moi, que je vois le rendu au niveau Bantam qui sont juste écœurés de jouer au hockey, ils font juste ça pour faire plaisir à papa et maman, ou parce que c'est tout ce qu'ils savent faire de toute façon, ils ne feront pas d'autres sports sinon. Donc, tu as raison, Max, là-dessus. Je pense que c'est. Faut faire attention un peu sur quel degré on va faire. Puis en même temps, si le jeune veut en prendre, il va vous le dire. Là. Moi, si je prends mon plus vieux, il en mange au hockey, il joue à l'école, il joue au civil, il va dehors, il va à la patinoire, il arbitre. Mais en même temps, l'été, c'est le soccer, il arbitre au soccer, il joue au soccer, il adore le soccer. Donc, c'est un autre sport qui apporte d'autres choses. Puis, ça l'a aidé, moi, je crois, cette année qu'il a joué au soccer comme ça l'année passée. Puis, ça n'empêche pas qu'il va patiner l'été. Puis, ça n'empêche pas qu'il va faire un camp d'entraînement l'été quand même. Mais on donne peut-être une semaine au hockey pendant 4-5 mois. Il en est vraiment tous les jours. Mon côté, mon premier souvenir, moi, c'est, en plus, ça tombe bien qu'on fasse le podcast à ce stade-ci de l'année parce que le championnat mondial de hockey junior, comme j'ai dit tantôt, là, va battre son plein dans quelques jours. Puis moi, mon premier, pas pour mon premier souvenir, mais mon souvenir de hockey préféré, c'est au championnat mondial de hockey junior de 2009. Et c'est le fameux Droite de Jalobniak. de Jordan Eberle.
Oui. On regarde ça ensemble. Eberle le long de la rampe, Eberle qui perd. Tavares vient prêter main forte à Eberle. Remise à Hodgson. Hodgson qui tente une passe devant. Là, ça a dévié. Subban s'est avancé, le défenseur. La remise derrière à Ellis. Le tir de Ellis qui feinte à Hodgson. Le tir d'Hodgson bloqué par Zelobniak. Il a sauvé le match, 24 secondes. Hodgson ça sera pas long, ça s'en vient. Son coéquipier, mais Filatov est intervenu. Ellis garde le disque en zone adverse. Ellis qui tente de pousser plus loin. 13 secondes au tableau, les secondes s'égrènent. Tavares tente de sortir la rondelle du coin. Hodgson pousse plus loin. Tavares remise devant. Attention, le but! Marqué avec 5 secondes! Incroyable! Jordan Eberle qui marque à 5 secondes de la fin de la troisième période. Quel but! Écoute, tout est magnifique dans ce jeu. Le jeu se fait là. Ryan Ellis à la défensive. Excuse-moi de couper, Max, là, mais tout le jeu se fait là. Ryan Ellis, c'est de valeur qu'il n'a pas connu une grosse carrière en Ligue nationale, mais tout le jeu s'est fait là. Je te laisse la place. Pour mettre en contexte, c'est le champion mondial de hockey junior de 2009. Le Canada qui est en semi-finale contre la Russie. Écoute, le Canada a été dominant dans ce tournoi-là. Là, plus 29 comme différentiel en 4 matchs. 35 buts marqués, 6 buts accordés seulement. Croise le fer avec les Russes en demi-finale, comme j'ai dit. Le Canada qui perd par un but en semi-finale. Et Jordan Eberle, non seulement marque le but égalisateur en fin de match, mais regardez ça, un but aussi en tir de barrage qui va aider le Canada à remporter ce match-là en tir de barrage pour ensuite aller en finale de la médaille d'or. Et évidemment, le Canada qui a saisi son occasion aussi, par la suite là, dans le match de la médaille d'or va remporter ça. Je vais essayer de retrouver le bracket, là, mais OK, c'est contre la Suède. Va gagner ça 5-1 pour aller chercher une médaille d'or en 2009. Moi, quand tu me dis, premièrement, tu me dis hockey junior, pas hockey junior, mais championnat mondial de hockey junior, c'est la première chose qui me vient toujours en tête, c'est ce fameux but-là de Jordan Eberle. Puis, tu sais, comme j'ai dit, tout est parfait là-dessus. C'est le suspense à la fin. On travaille fort dans la zone, ça ne veut pas rentrer. Ça prend un tir qui est semi-bloqué par le défenseur russe qui apparaît sur la palette d'Eberle. Mais c'est dans le fond du filet. L'appel de Stéphane Leroux aussi là-dessus avec tout est parfait. Ouais, tout est parfait dans cette séquence-là pour vrai. Et ça, c'est de loin mon souvenir favori dans le monde du hockey. Et je me fais tout le temps un plaisir de regarder cette séquence-là avant chaque début de tournoi là, pour me remettre dedans un petit peu. Là. Ça, puis j'en ai un autre aussi, tantôt un autre souvenir du mondial junior aussi. Mais celui-là, c'est de loin mon préféré. Là. Je me rappelle comme c'était hier, j'étais chez mes parents. Tu sais, mon père, il écoute zéro hockey junior, puis il écoute zéro championnat mondial hockey junior, mais cette fois-là, on était les deux pour regarder cette game-là. Puis ça nous a donné ce moment d'anthologie au niveau d'équipe junior. Ça vient de ton désir des repêchages et des jeunes équipes et des jeunes joueurs. Puis c'est le fun, hein, parce que je te dirais qu'au Québec, il y a plus de personnes qu'on pense qui trippent sur le junior, qui trippent sur les, maintenant la NCAA, qui vont vraiment aller vers les espoirs. Je pense que c'est... C'est plus documenté aussi. Oui, effectivement. Puis, tu sais, bravo pour les podcasts qui l'ont fait, là, tout sur le hockey, faire comme ça, qui font vraiment des pieds, des mains, et des pieds et des mains, des mains et des pieds. Ouais. Des pieds, des mains. Comprenez, là, peu importe lequel vous voulez, dans quelle circonstance. Mais dans l'ordre, dans le désordre, là, faites ce que vous voulez, vous comprenez. C'est Noël, c'est pas grave. Donc, tu sais, des pieds ou des mains, puis je trouve ça le fun parce que ça permet d'avoir une autre perspective, ça apporte une meilleure vision pour les jeunes et ça fait que ce tournoi-là devienne incontournable le temps des fêtes. Puis honnêtement, ça n'a pas été un tournoi dans ma vie, moi, Max, puis tu sais, c'est le contraire de toi, j'ai pas regardé ça jamais. J'ai commencé, il y a peut-être 3-4 ans, une couple de games là, puis là, de plus en plus, je m'intéresse, puis là, tu sais, avec le podcast, avec qu'est-ce qu'on fait, Max, depuis une couple d'années, c'est sûr que c'est plus intéressant, mais je me rends compte que c'est un incontrôlable le temps des fêtes, mais pas si le Canada fait bien ou fait pas bien, c'est le fun de voir ce qu'il y a à l'entourage. Fait que, écoute, j'aurais probablement prédit que c'était ça ton meilleur souvenir, parce que je te connais de plus en plus, mais je trouve ça le fun d'être l'extrait en plus, c'est vraiment bon. Mais il faut dire aussi que c'est un tournoi qui est très difficile à suivre parce que justement, c'est dans le temps des fêtes. Fait que tu sais, tu as des partants à gauche, à droite, c'est des 3-4 matchs par jour. La seule fois que j'ai pu vraiment le suivre assidûment depuis que je suis en couple, parce qu'évidemment, quand j'étais tout seul chez mes parents, il n'y avait aucun problème. Là, je me pluguais sur la télé toute la journée puis je regardais ça. Mais la seule fois que j'ai pu vraiment dernièrement faire ça, c'est quand j'ai eu mon enfant parce que j'étais en congé justement. Et c'est ça, j'avais pas juste ça à faire. On sentait qu'il faut s'occuper de l'enfant aussi. Mais tu sais,
Je travaillais pas non plus. Fait que, les conditions étaient là pour que je puisse suivre ce tournoi-là vraiment assidûment. Mais c'est un tournoi qui est dur à suivre. Par exemple, dans le temps des fêtes, il faut vraiment. Autre chose que je fais souvent aussi, c'est que j'enregistre les matchs, puis je me les claque toutes en fin de soirée pendant que tout le monde dort. Ça aussi, ça se fait bien. Mais le problème avec ça, c'est qu'à cette heure, dans l'ère des réseaux sociaux, l'ère de la technologie, il faut quasiment que tu tires ton sel dans le fleuve si tu ne veux pas te faire divulguer les pointages. Là. Puis moi, ça m'énerve, d'enregistrer un match puis que je sais c'est quoi le résultat final. Ça ne me tente plus de l'écouter. J'ai plus de thrill. Mais peu importe, même si c'est le Canadien qui joue puis qu'ils vont battre l'autre équipe 8-1, je me dirais, crime, en tant que fan du Canadien, c'est un bon match, je vais l'écouter, puis donc je suis juste pas capable. Quand je le sais, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi le pointage final, ça enlève tout le plaisir de regarder justement un événement sportif quand tu connais le résultat d'avance. Donc, c'est très rough quand même de suivre ce tournoi-là, mais c'est quand même le fun parce que c'est du hockey junior, c'est du hockey où les joueurs ne sont pas payés des millions. C'est vraiment l'émotion qui fait en sorte que on carbure à l'émotion dans ce tournoi-là. La fierté de vouloir battre du côté du Canada les États-Unis. Du côté des États-Unis, on veut battre à tout prix le Canada. La Suède, on veut essayer d'aller chercher cette maudite médaille d'or qu'on n'est pas capable d'aller chercher puis qu'on se plante année après année. La Finlande, des fois, qui surprend une fois de temps en temps. C'est plein de petites histoires comme ça qui est le fun à suivre, qu'on retrouve peut-être un petit peu moins une fois rendu professionnel, là, que là, c'est plus une machine qui est rodée, puis on dirait que le facteur émotion, à part un petit peu en série qu'on le retrouve, là, mais on dirait que c'est quand même quelque chose qui se perd un peu plus là, lorsqu'on atteint le niveau professionnel, parce que là, c'est plus vraiment un travail, t'es payé, c'est différent. C'est pas le même style de hockey, honnêtement, je trouve. Non, puis c'est des jeunes qui représentent leur pays. Hein. On sait la fierté qu'ils peuvent avoir de faire ça, puis c'est vraiment ce que tu dis, Max. C'est des jeunes de quoi, là, 18-19 ans, 17-18-19 ans, qui veulent vraiment démontrer ce qu'ils veulent faire pour leur pays. Souvent, c'est des joueurs qu'on va voir dans les prochaines années dans les ligues, dans les grosses ligues, Ligue nationale, Ligue américaine. Donc, c'est une belle vitrine pour ça. Stéphane, je te laisse la parole pour ton prochain souvenir. Qu'est-ce qui t'a marqué Écoute, depuis tes trentaines d'années de partisans? C'est sûr qu'évidemment, mon père est un très, très grand fan de Nordique. Donc, c'est sûr que le déménagement, pour moi, ça a été vraiment, c'est vraiment en gros, je pense, de notre côté. En 95, j'étais quand même à 9 ans, donc je commençais vraiment à m'intéresser au hockey plus, à écouter un peu le hockey. Avant, il y avait TQS qu'on écoutait le hockey. On avait aussi Radio-Canada. Donc, souvent, c'était le Canadien ou les Nordiques. Donc, j'étais pas un grand fan de hockey à la télévision quand même. Évidemment, j'avais pas l'opportunité de l'écouter à tous les samedis soirs avec ma famille. Comme je te dis, mes parents étaient séparés. Donc, c'était pas une tradition à la maison, mais de plus en plus, je commençais à m'intéresser. Et je me souviens, quand les Nordiques sont partis, mon père il était en joie le vert. Donc, ça l'a pas aidé, mais ça, c'est un moment peut-être un petit peu moins marquant là, positivement, mais c'est un gros moment quand même dans mon enfance. Là, je suis né en 86. Oui, je suis quand même né en 86, donc je vais avoir 40 ans. Donc, c'est quand même un souvenir qui est frais, qui est frais, mais qui est choquant. Puis après ça, ça a été tout le retour. On a essayé de ramener, après ça, tout ce qui était alentour des Canadiens nordiques. Moi, j'ai resté à Québec pendant 3 ans là, en connaissant la mère de mes enfants là-bas. Et je me souviens, dans le temps, il y avait le retour des Nordiques là, avec Radio X. Et j'avais acheté un sac des Nordiques là, qu'on vendait au Golf Town et j'avais été le donner aux gars de Radio X là, le matin là, qui faisaient la grande marche puis ceux qui faisaient tous les rassemblements des Nordiques. Donc, ça avait été un des bons moments, ça avec. Là, j'avais voulu ramener la flamme. Donc, je leur avais amené un sac de gars que j'avais payé de mes poches dans le temps. Là, donc, c'était assez cocasse. Mais le départ des Nordiques, pour moi, ça a été quand même gros. Plus, je vous dirais plus que, étant pas un fan du Canadien de Montréal, vous savez, je suis un fan des Red Wings depuis l'ère des Nordiques. Là, donc, les Nordiques étaient là, j'étais quand même fan des Red Wings. Mais OK, mais attends un peu, parenthèse là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu étais un fan des Red Wings et non un fan des Nordiques? Ben écoute, j'étais défenseur, fait que Niklas Systrom, pour moi, c'était un dieu. Mais j'adorais Bob Probert. Là, voilà. Voilà. Le chat sort du sac. Ceux qui me connaissent savent que j'adore les bagarres au hockey. Puis je pense que ça fait partie de la game. Puis je veux que ça reste. Puis ça, c'est un autre débat qu'on fera peut-être une autre fois sur ce podcast. Mais aucune idée pourquoi Bob Probert me faisait capoter. Écoute, un souvenir que j'ai puis que c'est vraiment vague. C'est pas un souvenir que je peux dire.
Mais la première game de hockey que j'ai vue, c'était avec mon père au Nordique de Québec. Et je me souviens, mon père se lever puis gueuler parce qu'il y a des gars qui se battaient sur la glace. Je devais avoir peut-être 6 ou 7 ans. Et moi, je me souviens, là, pleurer, ça ne pas ce qui se passait, mais les 20 000 personnes étaient debout puis ils criaient après le gars d'y taper dessus. Puis tu sais, là, des bons mots francophones qu'on aime dire, là. Fait que, écoute, c'est le souvenir que je me souviens. Les mots d'église y ont passé. Oui, c'est ça. Puis après ça, je me souviens de moi qui commence à regarder ça. Et dans mes années que je jouais, mettons, Pee-Wee Bantam, où c'est commencé à brosser un peu plus, là, je commençais à... Tu sais, YouTube est arrivé en 2000, donc, tu sais, j'étais pas mal dans ces années-là, je te dirais. Et là, je commençais à regarder les vidéos, là, des matchs, les bagarres, les affaires comme ça. Puis là, je trippais. Mais Bob Probert, pour moi, a été un héros silencieux de ma jeunesse. Et là, je le dis vraiment en riant parce que je vous le dis, là, c'est vraiment ça. Et j'avais les Niklas Ekstrom, qui était le plus gentilhomme de la Ligue nationale à côté. T'avais les deux antipodes, là. un peu extrémiste, le gars, tu sais. Mais ça a été vraiment ça. Et tu sais, après ça, ça a été le logo, ça a été l'histoire côté des Red Wings. J'ai toujours aimé un peu l'organisation. Ça a été la première équipe à avoir des joueurs internationaux, vraiment, vraiment, comme les Nordiques ont fait avec les Stastny, mais les Red Wings, c'était vraiment international avec les Russes, avec les Norvégiens, les Suédois. Ça a été une longue lignée de succès aussi, les Red Wings. Là, c'était 25 série ans. après série. Là, c'est moins le cas dernièrement. Là, c'est un peu un bout plus dur pour vous, les partisans. Mais tu sais, ça a quand même été une longue séquence qu'à chaque année, tu ne pouvais pas juste mettre de côté les Red Wings. Tu savais qu'elle allait avoir une bonne saison. Tu savais qu'elle allait faire les séries. C'était savoir maintenant où ils vont se rendre en série. Mais quand même, tu as quand même pu savourer des Coupes Stanley aussi à travers tout ça. Mais non, tu sais, quand tu parles d'une histoire de succès, là, Détroit, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Oui, puis ça a été, je pense, avec le Canadien de Montréal, les 2 dernières grandes dynasties qu'il y a eu. Là, des équipes qui ont fait les séries aussi longtemps. Évidemment, je parle du Canadien à 30 ans, là, mais pas ces temps-ci. Non, c'est ça, exact. Mais on prend le monde du hockey présentement depuis les 20-25 dernières années. Il n'y en a pas eu beaucoup des équipes qu'on peut dire qui ont fait les séries comme ça longtemps. Tu sais, les Sharks ont connu des années glorieuses avec les équipes qu'il y avait, là, avec les Pavelski, avec tous ces gars-là, mais il y avait quelques équipes qui menaient vraiment la charge, puis les Red Wings faisaient partie d'eux autres. Puis moi, je trouvais ça le fun. Tu sais, je voulais être un petit peu pas comme les autres, évidemment. Quand t'es jeune, tu veux pas être comme dans la crowd, là, comme on dit, comme dans tout le monde. Puis moi, je tripais ces Red Wings, puis je suis bien content de mon choix. Je les adore encore, puis écoute, oui, c'est plus difficile, Max, mais c'est une équipe que j'adore quand même. Mon deuxième souvenir, avant de dire quoi que ce soit, je vais mettre l'image à l'écran puis vous allez reconnaître tout de suite c'est quoi. Je m'excuse pour les gens si la vidéo est longue un petit peu, mais je veux vraiment qu'on revoie ce moment-là parce que ça a été un des moments les plus touchants que j'ai été témoin. Puis j'étais quand même jeune à ce niveau-là, fait que j'ai peut-être pas que j'ai pas saisi toute l'ampleur, mais je l'ai peut-être pas savouré, c'est peut-être un peu fort, mais tu sais, j'ai peut-être pas vécu comme j'aurais pu le vivre si j'avais été, mettons, plus vieux, que j'aurais plus compris tout ça, mais je mets les images, je les comprends tout de suite. Le voilà qui fait son retour au jeu. Après avoir... Je me trouve plate, moi j'ai pas d'extrait pour rien. Ouais, ben là, je m'étais préparé d'avance, là, vraiment. Là. Mais évidemment, ceux qui sont peut-être plus jeunes, qui saisissent pas, là, je vais juste couper le son parce que je sais pas à quel point ça sort fort dans vos oreilles. Là. C'est correct, pour vrai, c'est parfait. Mais ce retour-là de Saku Koivu après avoir battu le cancer, honnêtement, je me rappelle, je suis encore avec mon père dans le salon, puis les deux, on regardait la télé, puis on en revenait tout simplement pas. Pour faire un peu l'historique, il a été diagnostiqué avec un cancer là, en 2001, puis après de la chimiothérapie et des traitements, en 2002, effectue son retour au jeu. Puis c'est un retour qui est quand même important parce que, tu sais, on parlait du côté des partisans des Red Wings qui n'avaient pas à se casser la tête, que c'était série après série. Mais c'était un bout plus difficile du côté du Canadien dans ces années-là. On avait raté les séries 3 années de suite. Et là, tu apprends que ton capitaine, un de tes meilleurs joueurs dans une équipe qui en avait déjà pas bien des bons joueurs, là, on va se le dire, c'est une équipe qui c'était assez bof, si on peut dire. Tu apprends que le gars va rater la saison parce que justement, il
il est atteint du cancer. Écoute, ça a été une tuile qui nous a tombé carrément sur la tête sur les partisans du Canadien. Puis, tu sais, comme j'ai dit, j'étais quand même jeune quand c'est arrivé. J'avais 10 ans à peine là, quand j'ai vu cette séquence-là. Mais tu sais, regardez cette ovation-là. Pour vrai, ça a duré des minutes. C'était tout simplement incroyable là, d'avoir l'ovation qui durerait plus longtemps, Max. Ben, c'est pas celle qui a duré le plus longtemps. C'est certainement une des ovations qui a duré le plus longtemps. C'est amplement mérité. Puis non seulement il a réussi à abattre le cancer, mais il est revenu. Il y a eu plusieurs saisons par la suite. Là, Koivu a vraiment connu une belle carrière. Puis il a eu ses meilleures saisons après ça avec les Canadiens. Une saison, là, il y a eu une saison de 75 points en 2006-2007. Il y a eu des saisons une autre de 71 aussi en 2002-2003, donc pratiquement l'année suivante qui a connu une grosse saison. Puis que les Canadiens ont fait les séries également là, cette saison-là. Donc, pour vrai, ça a été un événement également qui m'a vraiment marqué. Comme j'ai dit, peut-être pas autant que si je l'avais vécu, exemple, si j'avais eu 17-18 ans, puis que tu es plus conscient, à 10 ans, tu comprends peut-être pas tout non plus dans la vie. Là. Mais la vidéo, là, c'est pas un montage, là, c'est littéralement tout le temps que ça a duré, cette ovation-là, ça arrête juste pas. Là. Tout le monde est debout, tout le monde encourage, puis tout le monde est heureux. Puis ça a été vraiment un retour là, important là, du côté du Canadien, puis qu'il a disputé plusieurs saisons par la suite. Donc, je voulais vraiment mettre en lumière là, ce souvenir-là qui m'a marqué énormément quand j'étais un petit gamin. Oui, puis je pense que ça a été un retour que les fans du Canadien avaient besoin. C'était des années qui étaient quand même difficiles. Puis je me souviens, ça a été. Il a quand même fait beaucoup pour la ville de Montréal, apporter la machine pour les jeunes enfants malades, aux Children. Oui, c'est vrai. Donc, ça a quand même coûté, je pense, c'était 4 ou 5 millions. Dans ce temps-là, les gars ne gagnaient pas 12-13 millions comme aujourd'hui. Donc, ça coûte. Oui, on l'a critiqué, il parlait pas français, mais moi, je vous le dis, il parlait français. Mais c'est surtout que c'est souvent les gars sont gênés de faire des erreurs. Puis il faut les comprendre aussi, c'est pas leur langue officielle. Mais en même temps, je pense que Sakou a apporté beaucoup plus à cette communauté-là avec sa femme qu'autre chose. Et ça a été un retour, Max, tu t'en parles, puis de mon côté, je ne l'ai pas vécu live, je ne l'ai pas écouté pendant que c'était ça présentement. Comme je te dis, je n'avais pas l'occasion de le faire, mais quand je me rappelle avoir écouté les vidéos puis de voir que wow, là, je pense que c'est là que le Canadien, oui, la grande lignée du Canadien avec les grands joueurs, comment que le Canadien fait bien les choses, mais je pense que c'est vraiment là que ça a pris un autre niveau avec cette présentation-là. Après ça, il y a eu Maurice Richard, après ça, il y a eu tous les Jean Béliveau. Donc, je pense qu'on a apporté vraiment l'effet familial et l'effet vraiment habitant. C'est notre équipe du Canadien à apporter un autre niveau. Puis je pense que ça a commencé par Sakou à ce moment-là. Ton côté, Stéphane, as-tu d'autres événements marquants? Écoute, évidemment, ça va être simple, mais les dernières années, pour moi, sont vraiment un deuxième envol sur ce que j'aimais du hockey. Là, j'ai lâché le hockey, j'avais 19 ans. J'ai pas retouché, j'ai pas repris mes patins pour environ 10 ans. Je vois les garages après, j'ai fait ce que je pouvais de mon côté, mais là, les enfants, la famille, le déménagement, l'emploi, tout a fait la différence. Mais je te dirais, Max, que tu es pas mal dans mes derniers souvenirs. Là, le podcast qu'on faisait, je me souviens de notre pôle qu'on a fait aussi. Et là, j'ai commencé à me réintéresser un petit peu plus au hockey. Et là, je suis tombé dedans comme un enfant dans un pot de bonbons, là, au Obélix, dans la marmite de potions magiques, là, on peut le dire comme ça. Donc, c'est vraiment pour moi un deuxième souffle. Là. J'en parle avec mes parents là, ou j'en parle avec mes amis ou mes collègues de travail. J'essaie de m'informer. J'adore ce que je fais. J'adore ce qu'on fait avec la base de fans qu'on a, Max, puis que les podcasts qu'on fait. Mais c'est surtout d'aller chercher une autre perspective. Oui, évidemment, mon jeune joue au hockey, ça l'aide, mais je regarde les parties d'une autre façon. Je m'implique dans la communauté au niveau du hockey aussi, en étant trésorier de l'association, ce que je reste. Je veux redonner, je pense, que ce que j'ai pas pu avoir quand j'étais jeune, mais on n'avait peut-être pas la même facilité quand on était jeune d'avoir autant d'aide de chaque côté. Et là, je te dirais que mon souvenir est peut-être plus vague, mais je te dirais dans les dernières années, je tripe vraiment à faire ce que je fais là, apporter le plus. Oui, je suis occupé, oui, ça prend du temps, oui, ma femme n'est pas contente, mais ça reste que je crois apporter du plus, puis je crois apporter du mieux pour cette communauté-là. Je veux tellement que le hockey redevienne ce que c'était un peu dans les années 80, 90, 2000, où ce que les jeunes apprenaient, les jeunes s'amusaient, les jeunes allaient jouer dehors, les communautés revenaient, il y avait moins de parents qui chialaient les assistances. Et là, je pense que faut prendre le virage. Hockey Québec fait ce virage-là présentement. Et là, je trouve ça quand même intéressant. Oui, on la critique, le hockey, Max, je pense que c'est un petit peu
ce qu'on va faire avec nos podcasts, mais en même temps, on a tellement de positifs, puis on veut tellement voir le bien des choses. Puis c'est le fun d'être capable d'avoir une plateforme comme ça puis d'en parler. Donc, pour moi, le dernier souvenir que j'ai, c'est vraiment dans les dernières années, les connexions que je me suis faites autant sur X qu'autant sur les réseaux sociaux, d'apporter peut-être une autre base, une autre vision, parce que tu sais, c'est facile de parler du Canadien, Max. On le sait, il y a à peu près 3000 podcasts là-dessus à tous les jours. Mais de le faire, je pense, d'une façon différente, d'apporter ça à un autre niveau, plus vague, plus global dans la Ligue nationale, comme on fait, je pense que c'est un plus pour nous autres. De mon côté, il me reste 2 souvenirs que je veux vous partager. Toi, je ne sais pas s'il t'en restait. Vas-y. Tu as fait le tour. Fait que moi, il m'en reste 2. Puis il y en a un, encore une fois, je m'excuse parce que j'ai encore une vidéo pour l'appuyer. C'est une vidéo qui est longue, mais je veux qu'on la regarde ensemble parce que, encore une fois, c'est un souvenir du championnat mondial de hockey junior. Cette fois-ci, on se transporte en 2007. Et ceux qui suivent vraiment ça depuis longtemps comme moi, ça, encore une fois, c'est une pièce d'anthologie de l'histoire du championnat mondial de hockey junior. Welcome back to Leksand, Sweden. Gord Miller, Pierre Maguire, just coming up on 20-7 now, local time, and Canada and the United States are making. Donc, pour mettre en contexte, là, pendant que je vais juste couper le son, là, c'est la fameuse fusillade entre le Canada et les États-Unis en 2007. Oui. Et ça a duré longtemps, mais c'est surtout 2 joueurs qui se sont manifestés dans cette fusillade-là. Jonathan, parce qu'il faut se rappeler, à l'international, vous avez le droit d'utiliser le même joueur. Une fois que vous avez vos 3 premiers tireurs, après ça, vous pouvez utiliser le même tout le temps si vous voulez. Fait qu'il y a des noms qui reviennent. Puis il y a 2 joueurs qui se sont illustrés dans cette fusillade-là qui faisaient en sorte que ça durait longtemps. Jonathan Toews du côté du Canada et Peter Mueller du côté des États-Unis. Puis cette fusillade-là, ce qui est assez, j'allais dire spectaculaire, c'est pas le bon mot, mais ce qui fait en sorte que c'était un moment d'anthologie, c'est tous les hauts et les bas de cette fusillade-là que le Canada marquait. T'es comme, bon, yes, il faut que Carey Price fasse l'arrêt. Mais non, les États-Unis marquent un but. Là, après ça, t'as le gars des États-Unis qui arrête, t'as le gardien qui arrête le gars du Canada. Là, t'es comme, ah non, il faut que si les États-Unis marquent, c'est fini. Ben non, Carey Price fait l'arrêt, fait que ça continue. C'est tout le temps des échanges comme ça, qu'à chaque fois que tu penses que ton équipe est sur le bord de gagner ou de perdre, ben soit qu'elle échappe la balle, ou soit que non, on peu importe l'expression anglaise, là, on va l'utiliser pour une fois, mais elle clutch au bon moment. Fait que c'est ça qui fait en sorte que cette fusillade-là était si longue. Et juste pour vous mettre en contexte, ce match-là aussi, c'était lors des semi-finales. Donc, c'est le gagnant s'en allait à la médaille d'or. Duel très serré, c'était 1-1 là, entre le Canada et les États-Unis. La prolongation ne fait pas de mètre, malgré, je pense qu'on a tiré 12 fois du côté des États-Unis en prolongation et on n'a pas réussi là, à trouver le fond du filet. Je vais juste l'avancer un petit peu pour qu'on puisse commencer la fusillade. Là. Mais vous allez reconnaître certains noms aussi, comme Steve Downey, qu'on voit actuellement, qui était une peste là, dans la LNH, qui a été en fusillade. Mais pour vrai, ça, c'est tout amateur de hockey junior qui se respecte doit revisiter cette vidéo-là. Et on l'écoute ensemble pour regarder ça. Vous allez comprendre les hauts et les bas de tout ça. Gardien du côté des États-Unis? C'est Frazee qui s'appelle. Je pense que c'était un espoir des Panthers dans le temps, mais je suis pas sûr. Faut pas oublier, c'est quand même drôle, les gardiens de but étaient sur le même côté de la patinoire. Hein. Fait qu'il fallait que les gardiens de but changent. À cette heure, c'est plus comme ça. À cette heure, on nettoie les 2 côtés de la patinoire. Ben, il y avait Patrick Kane en tir de barrage. Il n'a même pas marqué une fois. Imagine. Et c'est devenu un spécialiste pratiquement là, des tirs de barrage après ça dans la LNH. Mais... C'est vraiment là que Carey Price a pris son envol là, au niveau de la... On savait qu'il était pour être bon, mais je me souviens d'avoir vu ça. Puis on voit vraiment que c'était un autre défenseur, un autre gardien de but. Et évidemment, à la suite de cette victoire-là, le Canada s'est en allé en finale et a battu la Russie 4-2 pour mettre la main sur la médaille d'or. Donc, ça a été vraiment une victoire importante en tir de barrage. Et je me souviens, le fameux de Carey Price à la fin. Là, à la fin, oui. Brian Little. Oui, Brian Little là, qui était sur l'alignement du côté du Canada. C'est drôle parce que malgré tout, ça n'a pas été un tournoi dominant pour le Canada dans le sens que le meilleur pointeur, ça a été Jonathan Toews avec 7 points en 6 matchs. C'était vraiment les États-Unis qui avaient... je te dis, Mueller puis Toews, là, c'était ridicule. Là. Ça s'est changé. Mueller joue quand même longtemps dans les nationales en plus. Il y a eu des blessures qui ne l'ont pas aidé par contre. Là. Peter Mueller en 80, quand même. Hein? Là, c'est Jonathan Toews qui s'amène.
Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Est-ce qu'il va marquer? Est-ce qu'il va se faire arrêter? Et hop, le petit tir du côté du bloqueur. Merci, bonsoir. On marque. Là, Jonathan Taves, je suis content de son retour. C'était un beau retour présentement cette année. Honnêtement, c'est... C'est dans ce tournoi-là, le meilleur pointeur, ça a été Eric Johnson des États-Unis avec 10 points en 7 matchs. Ça a été un défenseur. Après ça, tu as 2 Finlandais, un autre, tu as Kane. Le Canada a vraiment pas été dominant. Ouf, quel but. Et ça, c'était un des buts que je te disais. Johnson. Si Price arrêtait ça, c'était fini. Mais c'est ça tout le long. Chaque fois qu'on a la chance de sceller l'issue du match, on réussit pas. Chaque fois qu'on pense qu'on perd le match, Carey Price fait l'arrêt. Pour vrai, c'était du bon monde cette séance de tir de barrage-là. Et fun fact, du côté de Carey Price, il a terminé le tournoi avec une moyenne de balle de 1,14 et un pourcentage d'efficacité de 960. Il a été dominant dans ce tournoi-là. C'était ridicule. Et Jeff Frazee, qui est le goaler des États-Unis, 1,72 et 938 d'efficacité. Fait que lui non plus, c'était quand même pas si mal comme tournoi. Ça a bien été. Ouais. Oh, beau check. Et juste pour compléter sur Jeff Frazee, j'étais pas sûr, mais ça a été un choix de deuxième ronde des Devils du New Jersey. Donc je m'étais trompé, je pensais que c'était les Panthers, mais c'est un choix de deuxième ronde des Devils en 2005, donc la même année que Carey Price. La même année de repêchage, a seulement joué un match dans la LNH, malheureusement, avec les Devils. Après ça a été l'Europe. Ouais. Oh, que ça a passé proche, celle-là. Oh, celle-là était incroyable. Il a fallu qu'il tourne ses jambières de côté pour être sûr que la rondelle ne finisse pas sa course dans le fond du filet. On a eu peur là-dessus. Oh, video review. Oh, regardons ça, Jonathan Taves qui s'amène. Et hop, un autre but. Et puis en plus, c'est des lancers, là. C'est ça qui est le plus surprenant. Aucun qui est pareil, je pense. Dans les 3 buts, c'est un tir du côté du bloqueur, un tir en haut de la mitaine, puis je pense que le troisième de mémoire, c'est une feinte. Et là, on réplique avec qui? Peter Mueller du côté des États-Unis. Et qu'est-ce qui arrive? Et un autre but. Je te dis, c'est les mains, là. Ces deux-là, c'était épouvantable. On voit que Carey Price, il est fâché en plus. Je vais toujours me souvenir, j'étais chez mes parents pendant cette séance de tir de barrage. J'étais sur le bout de mon siège, puis de mémoire, je pense que ma mère elle m'a dit de me le calmer à un moment donné tellement que j'étais en maudit quand on se faisait scorer. Il aurait fallu que... C'est Milano, ça? Non, c'est... Foligno. C'est qui? Numéro 9. Numéro 9. Colino. Peux-tu? Je connais pas. Cogliano, peut-être, je sais pas. Et Jack Johnson aussi, hein? Ouais. Bon défenseur, ça, en plus. Hey, Le fait que Carey Price et le plastron avec Slevski, ça aurait marché. Et ça, c'est le troisième de Jonathan Taves. Trois façons différentes. Ouais, c'était Cogliano, l'autre qui avait marqué le temps. Ah, ouais. Andrew Cogliano, ouais. Des fois, il a connu une grosse carrière, mais qui a joué longtemps quand même. Ouais, regarde ça, là, dans tous les joueurs qu'on voit là, Max, ça en reste sur la Ligue nationale. Hein? Et Price qui finalement a réussi à faire l'arrêt. Et le Canada qui s'en vont. Ouais, Jordan à la médaille d'or. Stahl et tabarouette, hein? C'est curieux de voir l'alignement de ce championnat-là et le nombre de joueurs qui jouent encore. Ben, t'as un peu, je peux aller te trouver ça. On va juste Bourdon, aller... on vient d'avoir Bourdon, malheureusement, qui est décédé dans un accident, là, un export des Canucks. Donc, l'alignement du Canada en 2007, les gardiens, c'était Carey Price, Leland Irving, que je connais zéro. Carl Osner était là, Ryan Parent, Chris Letang, Luc Bourdon, Chris Russell, Mark Stahl, Cody Franzen, Steve Downey, Andrew Cogliano, Marc-André Clich, Kendall McCardle, que je connais pas, Darren Helm, qui a déjà joué avec les Wings de mémoire. Ouais.
Brad Marchand était là, James Neal était là, Brian Little était là, Daniel Bertram était là, Ryan O'Mara était là, Tom Pyatt, qui a joué pour le Canadien, Oui. Jonathan Taves et Sam Gagné, qui était l'alignement. On en a juste 4. Mais ça, je vais juste. Je vais faire je vais faire une petite plug un peu, pas cheap, là, mais sur ma chaîne de HSD Gaming, que je fais des vidéos avec le jeu Franchise Hockey Manager 12. Ben, dans le temps, j'en ai fait avec 6, 7, 8, 9 jusqu'en montant, là, mais c'est principalement le jeu que je démontre sur cette chaîne-là. J'ai fait un petit tournoi entre des équipes comme ça du World Junior que j'ai ressuscité et que je les ai placés dans un contexte actuel pour voir comment qu'ils feraient dans une saison régulière de la LNH, puis voir qui se débrouillerait le plus. J'ai choisi des équipes là, qui ont vraiment dominé au tournoi. Je n'ai pas pris les équipes poches, les équipes qui ont eu du succès. Et je les ai classées sur 10 pour voir qui allait faire le mieux. Il y a des équipes que sont boostées bien raides, puis d'autres que ça n'a pas très bien vieilli, je vais te dire. C'est pas des. Tu sais, quand on dit des fois que c'est pas à cause que tu joues au championnat mondial de hockey junior que tu es une future vedette, assurément. Allez voir sur ma chaîne pour vrai HSD Gaming. Là, j'en ai fait 10 là, de ça. Là. J'ai appelé ça le World Junior Madness parce que je me suis un peu inspiré du March Madness avec les équipes qui croisent le fer pendant un tournoi. Là. Et c'est ça, j'ai comme. Puis cette année, je voulais faire autre chose aussi par rapport à ça. Je ne sais pas si je vais avoir le temps par contre. Là. Mais dans le passé, je l'ai fait. Là, je pense que c'est là, 1 an ou 2 que j'ai fait ça. Et j'ai comparé vraiment des équipes de plusieurs époques différentes pour voir là, à quel point que ces équipes-là se sont bien transposées ou non dans la LNH. Donc, c'est 10 vidéos quand même. Moi, je trouve ça intéressant, ce genre de vidéos-là. Donc, si ça vous appelle aussi, si ça vous interpelle, allez faire un petit tour là-dessus. C'est la chaîne YouTube, c'est HSD pour Hockey sur demande. Gaming, parce que c'est là où je mets du contenu plus de gaming que des podcasts ou des vidéos d'espoir et tout ça. Donc, allez voir ça. Le dernier souvenir que je veux vous partager, c'est le plus récent du lot, évidemment. Mais c'est le parcours en série du Canadien en 2021 dans l'année COVID, l'année de la bulle, l'année COVID, bulle, appelez ça comme vous voulez. Parce qu'évidemment, c'est la dernière fois que le Canadien est allé à la finale de la Coupe Stanley, mais je trouve que c'est tellement un parcours qui a eu tellement d'éléments différents dans ces parcours-là. Tu as eu, évidemment, la première ronde avec les Maple Leafs. On tire de l'arrière 1-3. On pense que c'est fini. Le Canadien en remporte 3 de suite. On va sortir les Maple Leafs. Tout le monde est heureux. La deuxième ronde, ça a été contre les Jets. Ça a été de mémoire, on les a balayés où ça finit comme en 5. C'était vraiment expéditif. Là, après ça, tu arrives contre Vegas et le fameux but d'Arturi Lekonen en prolongation qui envoie le Canadien en finale de la Coupe Stanley pour une première fois depuis 1993. Écoute, j'ai malheureusement réveillé ma blonde sur ce but-là, puis elle ne me l'a pas trouvé drôle. Parce que, juste pour vous situer, on était dans notre chambre. On avait la télé en face, on était en appartement, en jumelé, en fait. On avait une grosse télé dans notre chambre. Elle dormait, puis moi, j'étais à côté. Puis là, je regardais ce match-là. Et quand Lekonen a marqué, j'ai pas été capable, Stéphane. J'ai pas été capable de me retenir. J'ai poussé un cri. Et ça n'a pas passé. Elle n'a pas trouvé ça drôle, malheureusement. Mais moi, honnêtement, je m'en foutais un petit peu parce que c'était un moment d'anthologie qu'on venait de voir. Le Canadien qui retourne en finale de la Coupe Stanley. On n'a tellement pas été gâtés du côté du Canadien dans les dernières années que c'est pas vrai que j'allais me faire gâcher ce moment-là parce que j'ai réveillé quelqu'un. Mais pas vrai. C'est juste plate quand, après ça, en finale, mais en même temps, on s'en attendait. Là, le Lightning qui était une équipe qui était vraiment une coche au-dessus du Canadien. C'est déjà bon qu'on ait remporté au moins un match. J'aurais espéré quand même une série plus serrée. Mais ça n'a pas été le cas. Le Lightning qui était allé chercher ça en 5 matchs pour mettre la main sur une autre Coupe Stanley. Mais juste le fait qu'au moins dans ma vie, je vais pouvoir avoir été témoin d'une finale de la Coupe Stanley. Puis je sais que les gens vont dire que le Canadien méritait semi là, parce que c'était la division canadienne, que c'était pas une division qui était forte. Mais crime, ils ont toujours bien battu les Leafs avec un retard d'1-3. Ils ont battu les Jets de Winnipeg qui avaient un des meilleurs gardiens de but. Ils ont balayé. Puis ils ont battu Vegas, qui était une des équipes les plus grosses, les plus difficiles à affronter. Ben, ils les ont quand même battus. Ouais. Et ça a pris après ça la défaite contre le Lightning, malheureusement, que là, il y avait plus de talent. Là. À un moment donné, je pense que c'est vraiment juste plus de réservoir, plus d'essence dans le réservoir. Mais quand même, je pourrais dire que j'ai été témoin d'une finale de la Coupe Stanley. Puis ce qui est beau, c'est que le Canadien qui est en train de se montrer un club vraiment plaisant à voir aller. Puis peut-être qu'on va peut-être en avoir une ou deux de plus des finales là, prochainement.
que je vais pouvoir être témoin. Et peut-être que je vais être témoin de ma première Coupe Stanley parce que le Canadien, sa dernière Coupe Stanley, j'étais né, mais j'avais 2 ans. Donc, vous comprendrez que je n'ai pas suivi la saison assidûment. Je n'ai pas regardé les séries. Peut-être que mon père me les a fait écouter sans que je m'en rende compte. Mais je n'ai pas de souvenir de ça, malheureusement. À part en regardant des vidéos sur YouTube un peu là, pour revivre un peu cette. Je pense que justement une vidéo que tu peux comme revivre tout le parcours de 93. Là. Mais sinon, j'ai pas de souvenir de ça en direct. Donc, pour moi, ma finale, ben, ça a été en 2021 et malheureusement, ça n'a pas été du bon côté pour ma part. Ouais, puis écoute, ça a été un parcours le fun dans une situation de notre vie. Je pense qu'il était vraiment triste pour tout le Québec, là, puis même, je te dirais, tout le Canada au complet. Ça a été une année ou 2 ans vraiment difficile, puis de voir que le Canadien de Montréal a continué à faire vibrer un peu le Canada. Parce qu'il ne faut pas oublier, le Canadien de Montréal, c'est quand même l'équipe du Canada. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de monde alentour du Canada qui tripe sur le Canadien. Donc oui, puis je pense on savait que le Lightning, ça serait difficile, Max, mais je pense qu'on avait quand même espoir que Carey Price puisse nous voler 2-3 matchs. Ouais, c'est ça l'affaire. Puis que les Canadiens en score un autre de même, mais ça a été l'avenue de Cole Caulfield, ça a été l'avenue aussi de la nouvelle ère du Canadien, je pense. Ça a été une belle transition qui s'est faite entre l'ancienne garde, vraiment le noyau qu'il y avait, et la nouvelle. Puis tu sais, j'ai l'impression que si Carey Price puis Shea Weber auraient été plus en forme ou moins blessés, ça aurait été différent aussi. Donc, tu sais, oui, Sherrod, puis oui, Shea Weber donnait beaucoup de Sherwood. Là, c'était le festival du Sherwood avec Petrie puis tout, mais j'ai l'impression... Petrie, ses yeux rouges. Ouais, le démon, le fameux... c'était malade, ça, pour vrai. Là. Mais tu sais, je pense que ça a fait revibrer un petit peu le Canadien et les fans. Puis ça a juste apporté une nouvelle ère. Donc, on a eu après ça une année difficile, puis on est vraiment reparti après pour présentement. Là, on voit qu'une équipe qui est un petit peu plus bien nantie. Donc, effectivement, c'était un beau souvenir, je pense, pour tout le monde. Tu sais, c'était la fin d'une autre ère aussi, dans le sens que ça a été les derniers matchs. Ben, Price a joué 5 matchs après ça la saison suivante avant de se blesser, puis ça a été terminé dans son cas. Mm-hmm. Shea Weber a pris sa retraite après ces séries-là. Philippe Danault a quitté pour Los Angeles, lui qui avait été incroyable en série contre les meilleurs éléments de chacune des formations qu'on a nommées, le Toronto, Vegas, Winnipeg, entre autres. Fait que tu sais, c'est ça qui a fait le plus mal du côté du Canadien. Mais en même temps, le Canadien n'était, comme je l'ai dit, c'était pas une équipe qui était supposée d'être dans les aspirants pour gagner la Coupe. Ils ont juste eu un très beau parcours en série puis ils se sont retrouvés là. Mais tu sais, c'est ça, ça a été comme un one-hit wonder, si on veut, parce qu'après ça, on tombait en reconstruction. On a eu vraiment une saison atroce. Ça a donné Juraj Slafkovský au premier rang après ça. Puis on repartait sur une reconstruction. Fait que tu sais, c'est ça qui était un peu, je dirais pas choquant, mais tu sais, dommage, c'est que on a tellement connu ce gros high-là de la Coupe Stanley, de la finale, puis tout ça. Puis dès la saison suivante, on est en reconstruction parce qu'on perd Price, on perd Weber, on perd Danault. Et c'est ça qui a été un peu difficile à avaler, cette pilule du lendemain-là qui a fait mal du côté des partisans du Canadien. Mais en même temps, tu regardes où l'équipe va aujourd'hui. Puis tu sais, si t'as pas le choix de te dire que ça valait la peine quand même d'être pourri pendant autant d'années, là. Ça nous a donné Slafkovský qui est en train de connaître des bons moments avec le Canadien. Ça a donné Demidov qui connaît une très bonne première saison. Ça a donné les Rainbackers qu'on va peut-être voir éventuellement, là, connaît vraiment des gros matchs à Laval présentement. Ça a donné, c'est sûr que Lane Hudson, on ne peut pas dire que c'est vraiment le fruit de la reconstruction parce que c'est quand même un choix de deuxième ronde, mais ça a quand même été un excellent choix là, qui nous donne une autre vedette à la Ligue bleue. Fait que tu sais, ça a fait mal. Il a fallu être patient, mais je pense que pour la première fois depuis que je suis cette équipe-là, ça va être le fun pendant plusieurs années. Ce ne sera pas juste on va combler des trous avec des joueurs autonomes trop vieux, trop chers payés, ou des transactions un peu douteuses. Là, je pense qu'on est vraiment en voiture avec les dirigeants qu'on a. Et maintenant, il faut juste attendre que justement les jeunes s'épanouissent de plus en plus pour nous donner une équipe là, dominante dans les 5-6 prochaines années. Oui, exact. Puis c'est une nouvelle ère, comme tu dis. Je pense que c'est aussi une nouvelle approche de l'organisation. Je pense que l'organisation a déjà fait une reconstruction dans sa carrière et c'est tout à leur honneur. Là. Je pense qu'on y va vraiment dans les bonnes bases pour les prochaines années, comme tu dis, Max. Puis c'est le fun pour la base de partisans. C'est le fun aussi pour le futur de l'organisation. Tu sais, on a tellement de jeunes joueurs qui sont là pour le futur, donc tant mieux. Sinon, Stéphane, on va conclure le podcast avec un petit tour d'horizon de nos équipes locales. On va commencer.
On va se garder le Kraken ça à 2 pour l'instant. On va parler des Hunters de Saint-Prosper qui avaient 2 matchs lors du dernier week-end, dont un contre Sainte-Marie. On se rappelle, lors de la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était 2 équipes là, qui étaient très, très proches au classement. Donc, on aurait pu dépasser Sainte-Marie du côté des Hunters, mais ça a été une fin de semaine. Là, sur 4 points, on est allé chercher 0, en fait. Est-ce que je regarde ça? 2 défaites, là, ça a commencé contre Saint-Jean-de-Port-Joli. On avait quand même bien débuté ça, ce match-là. On avait marqué le premier but grâce à Jacob Roy-Lalonde. Après ça, on a accordé un but là, en fin de première. Ça a été 1-1 après 20 minutes de jeu. On repart sur les bonnes bases en deuxième. Un autre but marqué en avantage numérique, 2-1. Darius Gibson, c'est son premier de la saison. Donc, on les tenait quand même pas si pire du côté des Hunters. Mais après ça, ça a été la débandade. Là, on a accordé... Là, 4 buts sans riposte, là, dont 3 en deuxième période. Là, Julien Hébert, Édouard Ouellette et Nicolas Lamarre qui ont marqué des buts. Et ensuite, Lamarre qui va ajouter son deuxième là, de la rencontre pour faire 5-2. Et ça a été la marque finale de ce côté-là. Ensuite, on allait voir du côté de Sainte-Marie. On jouait là, contre le Giovannina. Et ça a été une défaite là, par la marque de 4-3. Ça a été serré, mais on n'a pas été capable d'avoir le but qui a fait la différence. Puis encore là, on a bien débuté la rencontre. Xavier Labbé qui a marqué son 4e en première période. On menait après 20 minutes de jeu. Ensuite, on a accordé le deuxième but. Là, ça a été le deuxième but du match, mais le premier pour Sainte-Marie, ça a été Jason Breton qui a marqué son 2e de la saison. Xavier Labbé, ensuite, qui revient à la charge avec son 5e de la saison et son 2e du match. Donc, après 40 minutes de jeu, on menait 2-1 quand même du côté des Hunters. Mais encore une fois, on n'a pas été capable d'aller chercher le but là, qui fait la différence. On a accordé 3 buts sans riposte en 3e pour échapper cette avance-là. Et en fin de match, là, Xavier Labbé qui a complété son tour de chapeau avec son 6e pour faire 4-3, mais il restait 1 minute 9 à faire au match. On n'a pas été capable d'aller chercher le but pour créer l'égalité. Ça n'a pas été un match qui a brassé tant que ça. Je trouve, d'habitude, les matchs entre rivaux Beauceron, on l'a vu contre Saint-Joseph la dernière fois, c'était un match très divertissant pour tous les goûts, disons. Mais là, ça s'est quand même tenu tranquille là, dans cette rencontre-là. Donc, ces 2 défaites-là font en sorte qu'on ne progresse pas vraiment là, au classement du côté des Hunters. Là. Si on regarde là, le classement général, on est rendu à 2 victoires, 7 défaites. 3 défaites en prolongation, même que là, l'écart s'est vraiment agrandi. De mémoire, on était à égalité ou pas loin là, avant le début du week-end. Ben là, on est à 3 points de la 7e place avec un match de plus de jouer en plus. Donc, saison difficile là, du côté des Hunters. Jusqu'à maintenant, on a inscrit 36 buts. On en a accordé 63. C'est ça qui fait mal. Là, on a le plus haut total de buts accordés. Là, on est à moins 27 là, au niveau du différentiel. Chez les Hunters. Donc, c'est un peu le bas qui blesse là-bas du côté de Saint-Prosper. Sinon, si on va dans une note plus positive, le Kraken, comme tu as mentionné, une autre victoire à se mettre sous la dent, cette fois-ci contre Saint-Lazare par la marque de 4-1. Si on regarde rapidement là, le sommaire de ce match-là, Derek Rouillard là, qui a inscrit son 2e de la saison. Ensuite, on s'est fait accorder un but là, avant la fin de la première période, c'est Steven Goulet, son 13e. Et après ça, écoute, c'est bien sûr que ce nom-là, on le répète semaine après semaine, mais Christopher Mendez qui marque encore son 6e sur une passe d'Adam Nadeau. Tristan Bisson qui a complété dans un filet désert par la suite pour faire 3-1. Et en plus, on a réussi à en ajouter un autre là, avant la fin de la rencontre. Là, William Maillé, son 2e de la saison. Beaucoup de pénalités mineures dans cette rencontre-là, donc... beaucoup de rudesse, contact à la tête, rudesse. Donc, c'était pas pour les doux, ce match-là, du côté du Kraken. Sinon, juste pour revenir 30 secondes avec les Hunters, là, j'ai oublié de mentionner les matchs de la prochaine fin de semaine. On va jouer... je vais closer ça avec le Kraken en premier. On va y aller avec une étape à la fois. Là. On n'a pas de congé pendant le temps des fêtes du côté de la Ligue des Appalaches. On joue? Oui, mais là, j'essaie d'aller trouver justement le calendrier du côté du Kraken. On va charger plus de matchs. On joue le 21. On joue, voyons, j'essaie de cliquer puis ça ne fonctionne pas, mais on joue le vendredi le 19 décembre. Non, c'est pas vrai. Non, tu as raison, c'est le 21. Kraken qui joue contre Sainte-Claire le 21, donc un match de dimanche sur l'heure du midi.
Donc, voilà pour le Kraken, mais je ne suis pas capable de... Ah, t'as un peu, c'est parce que c'est par On joue le semaine. 27 aussi contre Saint-Lazare. Oui, Saint-Lazare également, qu'on va accueillir là, à 19h le samedi soir. Donc, s'il y a un petit samedi soir que vous ne savez pas trop quoi faire, eh bien, vous pouvez vous diriger à l'aréna régionale J.A. Métivier là, pour venir encourager en grand nombre le Kraken, qui est vraiment sur une bonne séquence. Là, si je ne me trompe pas, sont comme deuxième. Son premier. Oh, avec cette victoire-là, son premier. Son premier à 7-3. Oui, 7-3-1, 23 points à égalité avec Buckland. La différence, c'est que le Kraken a une victoire de plus et Buckland, ont 2 défaites en prolongation au lieu de 6 victoires. Donc, c'est ça qui fait une petite différence. Saint-Clair qui n'est pas loin non plus avec 7-3 aussi. Ils ont un match en main, par contre, sur le Kraken. Donc, ça sera à surveiller. C'est quand même une belle parité dans cette ligue-là. Parce que tu regardes ça, tu as Beaumont qui sont un peu derrière à moins 40 de différentiel. Ça va un petit peu moins bien, mais tu sais, il y a quand même du 7e à la première place, tu as 7 points qui séparent les équipes. Donc, c'est pas énorme tant que ça. Donc, quand même, une parité là, dans cette ligue-là. Sinon, si on regarde du côté des Hunters, là, je reviens pour les Hunters pour closer ça du côté du calendrier. J'avais oublié de mentionner les rendez-vous de la prochaine semaine. On joue le 29, pas le 29, mais le 19 contre Lotbinière du côté de Saint-Prosper au centre récréatif Desjardins. Et c'est le seul rendez-vous. Après ça, ça va aller là, après les fêtes. Là. Donc, eux, ils ont un congé là, durant les fêtes là, dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Et ça, on aura le temps là, de s'en reparler d'ici là. Mais sinon, Stéphane, c'est ce qui conclut ce podcast édition du 22 décembre. Évidemment, c'est le dernier de l'année 2025. Donc, on va vous souhaiter de joyeuses fêtes. Soyez prudents avec l'alcool. Soyez prudents surtout. Là, on n'aime pas ça. Il y a tout à des accidents qui se produisent là, année après année. Puis malheureusement, ça scrape des vies dans les familles. Donc, soyez prudents. Si vous buvez trop, organisez-vous pour avoir un chauffeur désigné. Pour vous assurer que vous vous rendez à votre destination en sécurité, mais que vous ne mettez pas non plus les autres personnes sur la route en danger. Et bonne année 2026 aussi. Merci de nous écouter. Merci de nous supporter aussi dans ce beau projet-là. Et bon championnat du monde d'hockey junior pour ceux-là qui vont suivre ça. Écoute, c'est entre deux portions de dinde, là, c'est toujours plaisant de suivre ça. Et sinon, pour ceux que vous êtes plus des partisans de la LNH et sans plus, le Canadien qui joue tout à des matchs sur la route là, également durant le congé des fêtes. Donc, bonne semaine de hockey au pluriel parce qu'on se retrouve dans environ un mois. Et soyez prudents sur les routes là, durant les fêtes. On se retrouve en janvier 2026. Sans vous autres, puis les meilleurs vœux de notre côté aussi. Prenez soin de vous autres. Bye bye.